Vous avez compris bien, et d'ailleurs beaucoup sont en train de reprendre vous-même ces arguments dans le chat, de... Bon, il y a un schisme, parce que Ruffin en aurait marre que Mélenchon défende les musulmans. Ce qui n'est franchement pas du tout la ligne du livre, qu'on se le dise. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, et moi ce que je trouve très malin de la part de Ruffin, c'est très malin. Vous pouvez penser ça suicidaire, mais en réalité c'est malin, je pense. C'est que son livre commence par la phrase. En fait, son livre, alors juste il faut bien comprendre que son livre est un dialogue. Vous demandez combien Ruffin sort de livres. Ruffin sort beaucoup de livres. Ce sont souvent pas des très gros livres. Et ces livres-là sont des dialogues. Enfin, en tout cas, ce livre-là est un dialogue. C'est sûr que ça prend beaucoup moins de temps à écrire que toute autre chose. Donc là, c'est un dialogue entre lui et un journaliste. Et ça commence par une question d'un journaliste. Et cette question, c'est, puisqu'il s'agit de retracer ton itinéraire politique, tu viens de rompre avec la France insoumise, tu as qualifié Jean-Luc Mélenchon. Et lui dit non, on va pas parler de Jean-Luc Mélenchon, il y en a marre, en gros, on va pas commencer sur la tambouille, etc., etc. Le truc, c'est que comme il y a pas, comme c'est le début du livre et que le bouquin est vendu et souvent référencé sur les sites tels qu'Amazon, avec comme introduction le début du livre, évidemment. Tout est focalisé sur le bouquin de la rupture avec Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est comme ça forcément qu'il est repris ensuite médiatiquement, et c'est comme ça qu'il se retrouve référencé et décrit sur les sites des libraires ou de vente en ligne. Probablement malin, puisque du coup il fait vendre sur le nom de Jean-Luc Mélenchon. Mais ce livre, et c'est ça qui est intéressant, ce livre de François Ruffin n'est pas un livre sur son divorce avec Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est quoi son parcours politique, d'où il vient, et où est-ce qu'il est aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il veut pour la France, en gros, globalement. Et donc forcément, il se retrouve médiatiquement avec les trois phrases qui sont là, et qui ont une cohérence dans le bouquin. Moi, je peux, si jamais t'es de la perspective de François Ruffin, que tu dois consommer ta rupture avec Jean-Luc Mélenchon, rupture qui est de toute façon inéluctable, tu t'es plus dans le groupe parlementaire, c'est fini, tu peux plus compter du tout sur eux, tu penses qu'ils te font plus de tort que de bien, bon bah tu vas aussi à la bataille avec tes propres armes. Donc forcément, bien sûr qu'il y a ça dans le livre, et bien sûr qu'il y a ça notamment à la fin, et bien sûr que c'est ce sur quoi on va l'interroger, et c'est ce sur quoi il va se retrouver, peut-être là malgré lui et peut-être trop par rapport à ce qu'il avait probablement imaginé, à devoir vendre le livre comme sa rupture avec Jean-Luc Mélenchon. Ce qui, encore une fois, n'est pas tout à fait le sujet du livre. Ce qui est intéressant. Alors, on va justement le résumer, ce livre, pour comprendre c'est quoi sa pensée, etc. On va quand même bien garder en perspective, et c'est évidemment important, que Ruffin ne vend pas que son histoire, il vend son histoire romancée, de sa perspective, avec un objectif, très clairement celui de se positionner pour 2027. Il faut quand même avoir ça en tête. Si jamais vous avez ça en tête, vous avez la grille de lecture suffisante pour comprendre, je pense, ou pour émettre des doutes sur ce qui pourrait être les faits qu'il énonce ou l'histoire qu'il raconte. Mais ce qui est super intéressant, c'est que moi, je vais vous le dire très honnêtement, en lisant ce livre de François Ruffin, je me suis beaucoup identifié à la personne qu'il décrivait être. En gros, un petit gars qui vient de la toute petite bourgeoisie, mais qui a des pulls moches à l'école, qui se fait un peu emmerder parce qu'il est pas assez intelligent, parce qu'il est trop con pour comprendre Bourdieu, et que ça le fait chier, c'est des grandes phrases, il comprend pas tout, il se sent perdu, il a du mal, il a notamment du mal avec les autres militants de gauche, notamment avec les militants socialistes, et ça le fait chier, et il se sent bête, et il se sent exclu un peu socialement, et même d'ailleurs il en parle d'ailleurs, il dit même que ça a été, quand il était jeune, c'était pas facile pour lui avec les meufs, dans une région où, probablement comme la mienne, là où j'ai grandi, c'est aussi structurant du paysage social, il est resté pendant très longtemps chez ses parents, il n'a pas forcément beaucoup d'amis, et donc forcément ça a aussi été structurant de son histoire, et notamment de son engagement politique, au départ, et que lui, du coup, il s'est plutôt tourné
vers la presse, mais aussi plutôt vers du coup une forme d'ouvriérisme qui défend tout à fait, hein, qui dit c'est complètement son biais, hein, il le reconnaît tout à fait. Mais quand même avec cet espoir de la gauche plurielle, voilà. Donc il raconte notamment, surtout le début, c'est sur toutes les années Jospin, mais où il constate, et c'est là où pour lui il y a une rupture. En fait, il a un rejet du PS au moment où il considère que le PS lui-même veut se défaire des ouvriers, des ruraux, parce qu'en fait tout son bouquin, faut bien le comprendre. C'est surtout un bouquin, en fait, c'est clairement, il défend le protectionnisme. Dans son bouquin, c'est clairement l'un des axes les plus importants et les plus faciles à comprendre. Hein. François Ruffin défend le protectionnisme. Il considère que la gauche, en devenant mondialiste et altermondialiste, en fait, tout simplement, en fait, elle le devient parce que le libre marché, les accords de libre-échange, et parce que la mondialisation, c'est magique, c'est trop bien, sauf que il constate, lui, autour de lui, que ça fait fermer les usines, ça fait perdre le boulot aux gens, et que, en fait, ça les isole. Et ces gens-là sont considérés, y compris par une partie du Parti Socialiste à l'époque, comme les gens qui sont réfractaires au changement, comme les obscurantistes, ceux qui sont trop bêtes pour comprendre, et lui, en fait, il s'identifie à ces gens-là, et là, il considère que la gauche a décidé, en fait, de s'asseoir sur les classes populaires, pour vivre son rêve libéral. En gros, pour vivre son rêve libéral, parce que elle sait mieux que, en gros, le PS, hein, la gauche plurielle de l'époque de Jospin, elle sait mieux que tout le monde ce qui est bon pour les ouvriers ou pas. Et du coup, il voit, y compris du coup dans les structures militantes, beaucoup de mépris de classe et beaucoup et aussi du coup une désertion, hein, des ouvriers de ce camp-là, ce qui l'interroge beaucoup. En gros, c'est toute la première partie du livre, une bonne première partie du livre, part là-dessus. Alors que lui, il considère que c'est extrêmement insécurisant pour les gens, puisque à l'époque, même si c'est dans le cadre de la reproduction sociale, il constate autour de lui, et ça c'est quelque chose, je peux vous en faire le constat, mon père était l'archétype de ce qu'il décrit, certes, l'usine du coin c'est pas la panacée, mais par contre nous on trouve un travail, tout le monde peut y rentrer, franchement, vas-y, tu cherches du boulot, moi j'en parle à mon chef, vas-y t'es embauché. Et il explique une année, il parle des années 70 où les grosses usines, elles embauchaient tout le monde, que tu sois issu de l'immigration ou du coin, que tu sois, comment dire, très malin ou pas trop, que t'aies été bon à l'école ou pas, ils prenaient tout le monde. Ils prenaient tout le monde, et donc il y avait cet aspect sécurisant, et cet aspect cohorte qui est perdu en fait à partir des années 90-2000, où les grands groupes se mettent à beaucoup plus, même avant d'ailleurs, se mettent à réfléchir vraiment en termes de rentabilité très pure, en termes de délocalisation, et où tout marche par clientélisme. Et donc là, et d'ailleurs il le dit dans le livre, il dit clairement, et d'ailleurs les premiers qui se retrouvent à ne plus pouvoir rentrer dans l'usine, ou à se faire virer de l'usine, ce sont les Noirs et les Arabes, parce que du coup il y a un repli identitaire aussi, et qu'à l'époque où tout le monde pouvait accéder à ce marché du travail, et que là le marché du travail se rigidifiant, d'abord en fait on a coupé ces gens-là, et puis ensuite on a coupé les autres, et que il y a commencé à avoir des tensions aussi de ce côté-là. Ça par exemple il en parle dans son livre, il parle de ça dans son livre, et que du coup lui à l'époque ça lui a fait prendre conscience aussi que le racisme c'était quelque chose. Voilà, il le dit assez honnêtement que c'était pas une question qu'il avait particulièrement intégrée avant qu'on lui raconte ces histoires-là, et avant qu'on voit ça. Donc lui, il vivait dans un monde aussi où à Amiens, il disait les banlieues nord, elles étaient collées aux usines, et puis ensuite, à la base, tout le monde habitait dans ces banlieues, et puis à la fin, alors que les Noirs et les Arabes et les Blancs habitaient dans la banlieue pour aller tous bosser à l'usine, à la fin, à l'usine, t'avais plus que les Blancs, et par contre, dans les quartiers nord, t'avais plus que les Arabes. Ça, il parle de ça dans son livre aussi. C'est quelque chose qu'il explique. Donc ça, c'est intéressant, malgré tout. Et il y a quand même une autocritique qui est faite, on peut la trouver honnête ou pas, sur, désolé, moi, le racisme, je comprenais pas trop, mais voilà, j'ai appris aussi en parlant avec des gens de là-bas, et bref, et donc du coup, il parle beaucoup de Goodyear, il parle aussi des jardins ouvriers, où tout le monde se fréquentait, etc. Et où, par contre, il y avait quand même beaucoup de racisme. Il explique qu'il y avait beaucoup de racisme. Mais c'était pas nécessairement d'ailleurs structurant, ça empêchait pas les ouvriers de voter à gauche. Et du coup de se retrouver dans les luttes sociales avec des Arabes. Il y avait quand même une forme de camaraderie, même s'il y avait selon lui, beaucoup plus de racisme à l'époque.
Bon, sur son parcours politique, lui il dit qu'en gros il aurait pu être tenté. Alors lui il a voté, il disait il a voté du Besancenot, il a voté PCF, il a voté Beauvais, il a voté Voynet. Il disait il a jamais vraiment trop su. Lui ce qu'il voulait surtout pas c'était la gauche du libre échange. En gros, voilà. Donc lui vraiment il trouve ça déplorable ce qu'est devenu le Parti socialiste. En fait, la moitié du livre, il tape sur le Parti socialiste. C'est très marrant que ce n'ait pas du tout été repris dans la communication médiatique. Mais une bonne partie du livre, en fait, tu ne peux pas comprendre le livre si tu ne comprends pas la haine qu'il a pour le Parti socialiste. Donc toutes les suspicions de lui d'alliance avec le PS, je pense qu'une fois que vous avez lu ça, vous ne pouvez plus imaginer Ruffin devenir un social traître qui va rejoindre le Parti socialiste. C'est hors de portée, parce qu'en fait, c'est, pour vous spoiler un peu, c'est un peu une des accusations qu'il a envers Mélenchon. Et un des doutes qu'il a envers Jean-Luc Mélenchon. C'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas en train de retourner vers une forme de ce qu'était la politique du Parti socialiste dans les années 2000. Voilà, bon, je vous spoil un peu, mais bon. Donc il parle beaucoup du PCF, qu'il respecte beaucoup, parce que le PCF était très implanté, ils formaient leurs militants, il y avait il y avait pas mal de gens assez admirables, notamment pendant la Résistance, qui venaient de ce camp-là, etc. Donc il a eu comme une grosse admiration pour ce qu'était le Parti communiste avant les années 2000. Et la LCR, il aimait beaucoup, mais il disait que c'est des gens qui parlent que en... C'est quoi ? Ils parlent que en isme. C'est des gens qui utilisent que des mots en isme, et que lui, il se sentait un peu perdu, il trouvait ça trop abstrait, il trouvait qu'il y avait beaucoup d'entre-soi. C'était des gens qui étaient pas toujours aussi gens qui avaient beaucoup de théorie mais pas beaucoup de pratique selon lui, hein, donc voilà. Et lui vraiment le divorce intervient pour le référendum de Maastricht, où il explique que normalement il y a un bilan qui aurait dû être fait. Les ouvriers, les chômeurs n'en voulaient pas, quasiment dans les chiffres où c'était plus de 2/3 des ouvriers des chômeurs n'en voulaient pas. Je sais plus, j'ai noté mais j'ai mal écrit, donc il y a du 80%, 71%, mais je sais plus à quoi ça correspond. Qui n'en voulaient pas et qui ont voté non, là où la gauche faisait campagne pour le oui. Et ça, lui, il s'est dit, en fait, on se retrouve avec une gauche des profs face à une gauche des prolétaires, sauf que la gauche des prolétaires, elle ne vote plus. Et là, en fait, le divorce est définitivement consommé, quoi. On peut vraiment pas, ils sont vraiment irrécupérables. Donc, il se retrouve après, donc il parle des accusations de ouais mais est-ce que tu serais pas un rouge-brun, etc. en défendant le protectionnisme, etc. Et en fait il explique mais que le RN n'est pas du tout protectionniste. Le RN a maquillé son programme comme étant un programme protectionniste, mais c'est de la fraude. Et puis le RN n'a jamais rien fait pour les ouvriers, etc. Donc ça il en rappelle bien, il en parle beaucoup, etc. Donc voilà. Juste je réponds Zarguet. Donc selon toi, Ruffin devrait pas se rapprocher du PS, mais plutôt du PC. Pourquoi le siège est élevé du coup ? Ah je peux te le dire, Roussel et Ruffin se détestent absolument. Roussel déteste absolument François Ruffin, qui considère comme étant sur sa ligne, mais en gros, qui marche mieux sur sa ligne, parce que Ruffin marche mieux que Roussel. Roussel pense tenir la même ligne. Pour moi, ils n'ont pas la même ligne. Hein. Ruffin et Roussel n'ont pas la même ligne. Sur beaucoup de sujets, ils n'ont pas la même ligne. Pour autant, Ruffin, jusqu'en 2022, versait son indemnité parlementaire au Parti communiste, me semble-t-il. Et d'ailleurs, à la base, il a fait alliance avec les communistes. Mais ça, on va en reparler après sur l'alliance avec Mélenchon, etc. Mais comme Mélenchon lui-même. Donc voilà, donc il rappelle bien que de toute façon le RN c'est un parti raciste structurellement, qu'il explique bien que bien sûr que le racisme doit être combattu toujours à chaque instant, etc. et que lui il a aucune ambiguïté là-dessus, il n'y a pas de problème, et qu'il dit aussi d'ailleurs que la France est un pays raciste. Il le dit dans son bouquin. Mais en gros, lui, ça le saoule qu'on confonde protectionnisme et identitarisme. En gros, le protectionnisme économique, et d'ailleurs, on est en train d'y revenir doucement, puisque du coup, là, la gauche, par exemple, est opposée au Mercosur.
Et puis globalement, on a un retour du protectionnisme parce que le contexte international fait que même les libéraux redemandent plus de protectionnisme aujourd'hui. Donc bref. Donc il se pose la question de qui, alors il y a toute une partie du bouquin après vers le milieu où il se pose la question de qui a trahi en premier. Lui il considère que c'est Fabius en 86. Voilà. C'est bon, vous en ferez ce que vous voulez de cette info, mais lui il considère que c'est vraiment la trahison, elle arrive avec Fabius en 86. Puisque on est parti vraiment sur une ligne, vraiment du libre échange etc. Bon. Et avec une espèce de confusion où il dit en fait il dit que pour lui la gauche a vendu aussi le libéralisme, le libre échange, l'absence de normes, etc. L'Union européenne, la mondialisation, avec c'est tous beau, c'est tout bien, plus de frontières, on est tous des êtres humains, etc. Sur une ligne en fait plus culturelle. En gros, en vendant en vendant un peu cet argument de oui mais si jamais vous êtes contre le protectionnisme, c'est que si jamais vous êtes des racistes. En fait, pour lui, il y a un peu ce truc du PS des années 2000. Une critique a dû lui être faite, moi j'imagine, à plusieurs reprises, qui l'énerve beaucoup, je pense. Qui vraiment, on le sent, qu'il le fatigue, où il a l'impression qu'il y a eu tromperie sur la marchandise, quoi. Il y a eu tromperie. Après, faut bien, faut bien se dire qu'il parle surtout de son histoire politique. Alors, il parle aussi des premières rencontres avec Jean-Luc Mélenchon. Il explique que oui, par exemple, lui, il était très méfiant envers Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il l'a rencontré pour la première fois, parce que Jean-Luc Mélenchon avait défendu le oui pour Maastricht, et qu'il défendait encore dans les années, à l'époque de la campagne de Ségolène Royal, il défendait encore très fortement le bilan de François Mitterrand. Et ça, lui, il avait vraiment du mal, et il disait, en gros, il dit dans son bouquin que Jean-Luc Mélenchon il restait très très loyal à l'homme, François Mitterrand, et donc du coup, il se retrouvait à le défendre de manière un peu déraisonnée, et ça c'est quelque chose avec lequel il y avait beaucoup du mal au début. Mais il se revoit, je sais pas trop dans quel contexte il se rencontre, mais il explique que Jean-Luc Mélenchon tente de le recruter en 2008, quand il part faire le parti de gauche, ce que refuse François Ruffin. François Ruffin décide de ne pas y aller. Mais il aime bien le début. Il aime bien les débuts de Jean-Luc Mélenchon, il trouve ça super cool. Le fait qu'on se retrouve avec des drapeaux français au milieu des drapeaux du PCF, le fait qu'on chante l'Internationale et la Marseillaise ensemble, etc. Lui dit c'est important de ne pas oublier les symboles nationaux et d'inclure les symboles nationaux aussi dans notre narratif. Bon, ça c'est quelque chose qui, en dépit du reste, est quand même malgré tout resté, puisqu'effectivement dans les discours de Jean-Luc Mélenchon, dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon ou quoi, on a encore effectivement Marseillaise, drapeau français, et puis on se retrouve avec des Antoine Léaumont, qui sont un peu la synthèse et la conséquence logique de cette période, qui a beaucoup plu à François Ruffin, que François Ruffin aimait beaucoup. Ruffin explique qu'au départ, Jean-Luc Mélenchon est très très sceptique sur l'écosocialisme. Il préfère Todd, Emmanuel Todd, et que globalement, par contre, il se voit pas tellement. Je crois qu'il le voit 2 fois en 8 ans, entre 2008 et 2017. Donc, c'est pas énorme. La première fois, du coup, c'est quand il se fait tenter de se faire recruter, et la seconde fois, c'est en 2012 sur François Hollande, où apparemment Jean-Luc Mélenchon lui hurle dessus. Pour les bails avec François Hollande, je sais plus quoi. Bref, j'ai pas retenu, j'ai pas noté. Ça devait pas forcément être très significatif. Mais apparemment, c'est un moment où c'est dans un contexte de manifestation, je crois, et Jean-Luc Mélenchon est énervé, etc. Donc bon, bref, il lui en tient par rigueur. Mais apparemment, par contre, pour 2012, pour Hénin Beaumont, l'équipe de Jean-Luc Mélenchon reprend contact avec François Ruffin et veut que François Ruffin importe Fakir à Hénin Beaumont pour suivre la campagne au plus près de Jean-Luc Mélenchon à Hénin Beaumont. Et là, effectivement, il y a les citations du livre dont on a parlé tout à l'heure, où il considère que Jean-Luc Mélenchon méprisait les habitants du coin, et notamment même les habitants qui... En fait, il l'accuse pas, mais on sent que il y a un procès en parisianisme à Jean-Luc Mélenchon qui est fait aussi comme un peu dans le livre.
Lui, il dit qu'il refuse parce qu'en fait, il est implanté à Amiens et qu'il reste à Amiens et que lui, de toute façon, il est contre le parachutage, par définition. Voilà. Et que il trahit comme un peu sa parole, où au départ, la ligne de Jean-Luc Mélenchon, c'est on va partout où la guerre est à mener, et puis notamment contre le Rassemblement national, et puis en fait là-bas c'est Le Pen qui gagne, et après du coup il se parachute à Marseille, un truc imperdable, ou alors ses proches se font parachuter en banlieue parisienne alors qu'ils habitent tous Paris. Et ça par exemple c'est quelque chose dont il parle qui le saoule. Moi j'en ai déjà parlé ici plein de fois, je trouve moi ça me saoule aussi, donc voilà. Donc après, il parle de Nuit debout sous François Hollande. Et là, pendant Nuit debout, alors il y a Nuit debout, il y a Merci Patron, son film. Et en fait, il se dit qu'en fait, il se rend compte qu'une bonne partie des médias lui sont désormais fermés. Ça devient compliqué et qu'en fait, il devient vraiment, vraiment trop étiqueté gauchiste. Gauchiste qui aime pas les milliardaires. Et que ça devient compliqué médiatiquement parlant. Et apparemment, il y a un moment où ça commence à émerger du coup un peu dans sa tête, un peu à la Coluche ou j'en sais rien. Enfin, c'est moi qui fais le parallèle, mais c'est pas ce qu'il dit, mais c'est un peu comme ça que je le comprends. En fait, si jamais j'y allais aux législatives, et si jamais j'étais élu, ça commence à trotter dans sa tête, alors que ça faisait apparemment donc du coup quasiment une dizaine d'années que l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, que le PG cherchait notamment à le récupérer. Et donc, ça en fait, il commence à tout seul à monter un peu dans les tours, et puis autour de lui, on commence à lui dire vas-y, et il finit par y croire lui-même, et il se dit vas-y, j'y vais. Vas-y, j'y vais. Et en fait, alors, il parle toute la campagne de 2017, c'est super instructif la campagne de 2017, parce que là, ça parle de les doubles tracts en 2022, mais en fait, l'essentiel quand même de la campagne qui est détaillée, c'est celle de 2017, qui est très intéressante, qui est super intéressante, parce qu'apparemment, on lui communique du coup un programme de 500 pages, vous savez, c'est l'époque, c'est l'avenir en commun, le bouquin à 3 €, moi j'en avais acheté plein, je l'avais distribué à ma famille. On lui dit, voilà, mais il y a cette ligne-là, il y a ce truc-là, il y a ce truc-là, il y a ce truc-là. Et en fait, lui, en gros, il dit dans le bouquin, oui, mais bon, moi, je pense qu'il faut moins de programmes et plus de lignes. Et il dit, en gros, il dit dans le bouquin, moi, je fais campagne sans le programme. Je décide en fait de faire campagne en dehors du programme. Il fait campagne, par exemple, sur l'usine Whirlpool, qui n'est même pas sur sa circonscription, parce qu'il dit oui, mais il y a quand même des gens qui habitent dans ma circo, qui bossent là-bas. Donc même si l'usine elle ferme pas du tout dans ma circo, je vais faire campagne sur l'enjeu de cette usine. Et il fait notamment des tracts. Il explique que justement il fait des tracts où il montre une belle maison, des belles photos de belles maisons, etc. Et il distribue ça aux gens, aux ouvriers là-bas. Il dit tiens, tenez, ça c'est la maison de votre grand patron. C'est la maison de votre PDG. Elle est belle, hein, la maison. Ben vous allez perdre la vôtre. Regardez dans quoi il vit lui. Un gars qui est aux États-Unis, je sais plus où. Donc il fait une campagne avec les photos de la tête du PDG de sa maison en mode regardez tout ce qu'il est en train de vous voler, regardez-lui dans quelles conditions il vit. Et surtout il dit on a besoin d'adversaires, donc lui il ne parle que de Bernard Arnault et d'Emmanuel Macron. Tout le temps, en opposant tout avec ces gens-là. Et là-dessus il explique que justement il est très aligné avec Jean-Luc Mélenchon. En fait il explique que sur la période 2017-2022, avec Jean-Luc Mélenchon, du coup forcément ils se retrouvent à travailler ensemble. Il dit d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, sur toute la période où il était député, c'était un très bon chef de groupe parlementaire, c'était quelqu'un de très à l'écoute, c'était quelqu'un d'ouvert, c'était quelqu'un qui m'a laissé libre de dire ce que je voulais. Ils avaient un rendez-vous régulier, je crois qu'ils se voyaient, ils avaient un rendez-vous une fois par semaine où ils discutaient, donc il avait un accès privilégié avec Jean-Luc Mélenchon. Après c'était 15 dans le groupe à l'époque, c'était pas beaucoup. Et Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a accepté quelque chose qu'il ne voulait pas accepter au départ, mais qu'il a fini par accepter parce que la plupart des gens de son groupe lui ont demandé, ont fait pression pour, c'est de ne pas porter de cravate à l'Assemblée nationale, là où le RN, par exemple, lui, est parti sur « nous, on porte tous des cravates quand on est sérieux ». Bah ça, apparemment, c'est des gens comme Ruffin, mais pas que, qui ont poussé pour, et Jean-Luc Mélenchon a dit « bon, d'accord, vous avez raison, pas de problème, etc. » Et surtout, il parle d'un moment qui est extrêmement clivant, à gauche au début. Moi, je m'en souviens très bien parce qu'il y a beaucoup de gens à qui je l'aurais pas pardonné à l'époque. Là où moi, j'ai directement sauté dans le dans le bain, c'est les gilets jaunes.
Lui, il dit, les gilets jaunes, c'est un enjeu de la gauche, c'est nous, c'est nos gens, c'est maintenant, il faut y aller. Et en fait, il dit, et honnêtement, ça m'a surpris moi-même, il dit, beaucoup de gens dans le groupe parlementaire et beaucoup de gens à la France Insoumise n'étaient pas d'accord. Il fallait pas soutenir les gilets jaunes, il fallait attendre, on savait pas, c'était compliqué, il fallait attendre de voir. Et lui, il a dit, non, tout de suite, il faut défendre les gilets jaunes. Et apparemment, ce qu'il dit dans le livre, c'est Jean-Luc Mélenchon était son principal soutien et son principal allié sur cette ligne. Que justement, quoi qu'on dise et quoi qu'on puisse en dire, Jean-Luc Mélenchon là-dessus ils étaient vraiment très très alignés tous les deux, et que du coup c'était l'idylle. C'était l'idylle de la perspective de François Ruffin. Jean-Luc Mélenchon qui veut plus de protectionnisme, Jean-Luc Mélenchon qui remet des Marseillaises et des drapeaux français, Jean-Luc Mélenchon qui est mon super pote, et Jean-Luc Mélenchon qui, contre la majorité d'une partie des parlementaires et des militants, décide dès la première heure de défendre les gilets jaunes comme j'ai envie de le faire. Bah du coup, effectivement, on était super bros et on était super potes. Donc c'est notamment effectivement les européennes de 2019. Donc c'est super intéressant d'avoir tout ça. C'est super intéressant. Effectivement, c'est pas. Alors ça, si jamais vous regardez les interviews, ça n'en parle pas beaucoup, parce qu'il dit aussi, quand même dans le livre, il faut le dire, hein, il dit aussi beaucoup de bien de Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, dans cette séquence-là, tout est focalisé sur tout ce qu'il a à lui reprocher, mais il dit également beaucoup de bien de Jean-Luc Mélenchon. Mais par contre, il parle effectivement, dans la toute fin du livre, de ce qui a amené à la rupture avec Jean-Luc Mélenchon. De ce qui a amené à la rupture. Lui considère que la rupture avec Jean-Luc Mélenchon, c'est après le Covid. C'est pendant et après le Covid, en gros. Il considère, au départ, que Jean-Luc Mélenchon ne saisit pas le train du mouvement anti-élite qui se met en place. Mais qu'il part sur d'autres sujets. Alors, il cite pas exactement ce sujet, mais j'imagine peut-être, par exemple, le sujet des vaccins, ou j'en sais rien. Là où lui, Ruffin disait, en fait, c'est vraiment, faut vraiment partir sur le truc anti-élite. Par exemple, les dîners de machin, les trucs de machin, les délocalisations, les patrons qui trahissent les règles, et puis surtout pas le fait que on soit pas souverain sur la vaccination, etc. Et plutôt que partir là-dedans, ça part plutôt sur, j'imagine, le pass sanitaire. C'est pas tout à fait expliqué dans le détail, et c'est ce qu'on peut comprendre, parce qu'effectivement, la ligne de la France Insoumise durant cette période-là, qui n'a vraiment pas toujours été la mienne, c'était la réintégration des infirmiers non vaccinés, le pass sanitaire, etc., etc., etc. Faut monter le son. Ah, attends, t'es fou, toi, je tape à moins 3 dB. Hein. Donc voilà. Arrive la campagne de 2022 et il sent que, apparemment, il fait remarquer à Jean-Luc Mélenchon en 2022 que Jean-Luc Mélenchon n'a pas vraiment encore été faire campagne dans les campagnes. Faire campagne dans les zones rurales. Alors il explique avec lui, avec Jumel, du coup, qui est un gars du PCF, ils sont allés lui expliquer et que il y avait quand même beaucoup de gens, et par exemple Ruffin a dit faut tout mettre par exemple sur les auxiliaires de vie. Les auxiliaires de vie, c'est 1 million de personnes, et lui il dit, François Ruffin, les auxiliaires de vie, ce sont des médias dans les familles. Donc si jamais on touche les auxiliaires de vie, si on va dans les territoires, dans les hôpitaux, les voir, etc., on peut vraiment toucher une bonne partie de l'électorat qui nous manque. Pour ça, effectivement, il faut aller dans des territoires un peu chiants des fois, où elles sont en déplacement, elles font des trucs en caisse et tout, mais il faut qu'on y aille. Et là, en fait, apparemment, Mélenchon a un autre plan. Mélenchon, son plan, c'est d'être surtout le principal bouclier anti-Zemmour. Ce sur quoi Ruffin n'est a priori pas tout à fait en désaccord au départ, mais par contre, en fait, il dit, par contre, ce qui était censé être une séquence de la campagne est devenu la campagne. Donc il y a eu le débat avec Zemmour sur BFM. C'est là après ces moments-là où il a été sur TPMP. Mélenchon, moi c'est pas en ligne, mais moi je rajoute pour contexte, etc. Et effectivement, il a été un bon bouclier anti-Zemmour, mais on a perdu aussi beaucoup de gens par tous les sujets qu'on aurait pu aborder, mais qu'on n'a pas abordé durant cette période-là. Et alors du coup, après la campagne, après l'échec d'accéder au second tour, Ruffin explique il demande quand même à ce qu'il y ait un bilan en interne qui soit fait de cette période-là, et notamment aussi des législatives. Et en gros, on lui dit, non mais de toute façon, les gens à la campagne, ils regardent que TF1, ils sont tous de droite, blablabla, blablabla, ça sert à rien, on a fait des bons chiffres, tout va bien, etc. Et d'ailleurs, effectivement, dans le bouquin,
apparemment, maintenant, la ligne de Mélenchon, c'est de dire, de toute façon, à la campagne, on peut rien faire, et qu'il a constaté que depuis quelques années maintenant, tous les gens qui sont autour de Jean-Luc Mélenchon sont des gens, ça, c'est par exemple, ça a l'air de beaucoup le fatiguer, sont des gens qui ne le mettent jamais en contrariété. Ce sont des gens qui sont toujours d'accord avec lui, que quand il lui présente des chiffres, il lui présente toujours des chiffres positifs. La communication est toujours travestie de sorte à ce que les échecs soient transformés en victoires. Il considère qu'il y a un aveuglement en fait qui se fait, alors pas forcément que de Jean-Luc Mélenchon, mais plutôt de tout le groupe qui aussi est autour de Jean-Luc Mélenchon. Il cite pas de nom, mais on imagine assez bien une Sophia Chikirou par exemple. Et il considère que, et il apprend aussi dans les moments aussi où il doit se présenter au conseil de je sais plus quoi de machin. En fait, toutes les décisions sont prises dans un petit groupe. Il est pas au courant. C'est Manuel Bompard qui l'appelle la veille au soir pour lui expliquer qu'en fait, on va lui créer un poste. On va lui refuser tel truc, mais par contre, on va lui créer un truc à lui qui ne servira à rien pour en fait quand même qu'il ait son petit titre et mais en même temps que ça ne serve à rien, etc. Et donc du coup, il voit qu'il se fait placarder. Allô? Blablabla. Putain, ma caméra a freeze. Attendez, je reviens. Je reviens. Hop, attendez. Hop. Ouais, il faut juste que je l'active et je la désactive. Attends. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Donc voilà, et apparemment ce qui vraiment finit de consommer la rupture sont deux choses, on peut en noter deux choses, c'est l'intégration d'éléments qui lui considérait comme étant des sociotraîtres, mais qui maintenant sont plus radicaux que les radicaux, sont plus mélenchonistes que les mélenchonistes. C'était Abon Mogoli par exemple, ou encore l'ancien je sais quoi, chef de cabinet de Borne, dont j'oublie tout le temps le nom, je le confonds avec un autre, je l'ai pas noté là. Le gars là pour les retraites là, putain, vous avez son nom. Rousseau. Merci. Lui considère que c'est Taché ou Rousseau. Il y a Aurélien Rousseau, Aurélien Taché. Non, je les confonds les deux. Je les confonds. Non, pas Dussault. Rousseau, c'est place publique. Non, bah c'est l'autre alors. Abon Mogoli, non, le nom n'est pas cité dans le livre. Moi, je vous parle d'Abon Mogoli parce qu'Abon Mogoli, elle était porte-parole du gouvernement du PS à l'époque où c'était Valls, le Premier ministre. Et à l'époque, elle s'en prenait très 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 durement aux frondeurs du PS. Donc elle est le gauche du PS. Maintenant, elle est plus mélenchoniste qu'elle est mélenchoniste. Donc je parle bien de Rousseau, ok bon. Taché, c'est celui qui a LFI. Oui, donc Taché. C'est Taché du coup. Je vais vérifier. Non, c'est moi qui mélange, Aurélien Taché, donc du coup, Aurélien Taché, ancien macroniste, redevenu LFI, etc. Blablabla. Non, il cite pas de nom. Il cite pas de nom, mais il les appelle les nouveaux radicaux. Il les appelle les nouveaux radicaux parce que ces gens-là, ils étaient très contents de défendre l'aile droite du PS avant. Et maintenant, ils sont plus à gauche que les gauchistes, si tu les écoutes. Et que lui, ça l'interroge. Ça l'interroge. Il a pas confiance. Et la deuxième chose, c'est le rapport avec les syndicats. Il considère que pendant la crise des retraites, pendant la réforme des retraites, la France insoumise a trop voulu court-circuiter les syndicats. Elle a eu des relations exécrables avec les syndicats. Et même si les syndicats n'ont pas forcément été à la hauteur, moins qu'on puisse dire, il faut pas se fâcher avec les syndicats malgré tout. C'est censé être une assise, c'est censé être un relais pour nous, c'est censé être un partenaire avec lequel on discute, c'est pas un partenaire qu'on doit court-circuiter. On ne doit pas jouer leur rôle, on ne doit pas assumer leur rôle ni prendre leur place. En gros. Donc ça, c'est Charte d'Amiens, blablabla. Bien sûr. Villani, Europe Écologie Les Verts. NFP, oui. Vive la CFDT. Non, mais sans dire vive la CFDT, même avec la CGT.
Alors après, il parle. Alors il y a des trucs où clairement sur la toute fin, on sent que comme le divorce a été consommé, on lui a mis des trucs sur le dos où il est pas d'accord. Par exemple Gaza, euh, Gaza ou même tout un autre, même d'autres trucs plus généralement. Lui il rappelle que lui sur la ligne il est d'accord. Il est d'accord sur le fond avec tout. Le problème pour lui c'est des questions de stratégie. Il n'est pas d'accord sur les questions de stratégie. Le programme il lui convient. Et en fait, il dit qu'en fait le problème c'est la communication et cette communication implique un rétrécissement idéologique, là où on devrait avoir un élargissement des profils qui composent la France insoumise, parce que le problème c'est qu'après on se bunkérise et qu'on chute quoi, et qu'on ne parle plus à personne et qu'on tombe. Précisément, et c'est là où c'est intéressant le bouquin, où il boucle, du coup il commence sur toute sa ligne sur le PS et il boucle sur, en fait, on va redevenir le PS des années 2000. On est en train de redevenir, y compris stratégiquement pour d'autres raisons, le PS des années 2000. Et en fait, ça se conclut un peu comme ça, c'est en fait, il se dit, mais en fait, Mélenchon, quelque part, il peut pas s'empêcher de revenir à cette époque et de revenir à ces vieilles logiques du Parti Socialiste. C'est un peu comme ça que ça se conclut. Alors, je sais pas tout à fait écrit comme ça, mais c'est clairement comme ça qu'on le comprend dans le livre. C'est comme ça que c'est construit. Donc en gros, au départ je déteste le PS, Mélenchon j'étais sceptique, en fait Mélenchon je l'adore, c'est mon bro, et en fait maintenant Mélenchon est revenu dans les logiques du PS, et donc du coup comme j'ai détesté le PS, bah maintenant c'est plus possible. Parce que moi j'ai toujours détesté le PS, et pour le coup je suis consistant sur, je refuse ce qu'était cette ligne. Donc voilà. Après, deux, trois trucs qu'il explique. Lui il explique que Jean-Luc Mélenchon fait des tweets délirants et que ça le saoule de devoir les défendre. Que Jean-Luc Mélenchon, quand il va aux 20h pendant les législatives, personne ne le sait, donc du coup tout le monde serre les fesses parce que personne n'est mis au courant. Et que tout ça, ça le saoule. Et que en fait, ne plus être au courant de rien et de devoir tout le temps être dans l'incertitude en permanence, c'est assez précarisant sur le plan stratégique et le plan idéologique quand on est un élu, et que ça, en gros, ça le fatigue. Voilà, j'ai tout résumé. Et si jamais il fallait tout retenir, c'est du coup, effectivement, le parcours politique de François Ruffin, de son idée avec Jean-Luc Mélenchon à sa rupture, tout en considérant quand même, et qui rappelle dans le livre, que c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un avec qui s'est beaucoup entendu, qu'il trouve plus ouvert que ce que beaucoup en disent. En fait, il y a une bonne partie du procès qui n'est pas tout à fait dirigée contre Jean-Luc Mélenchon, mais dirigée contre des gens qui entourent Jean-Luc Mélenchon. Et que bah oui voilà, c'est pour ça qu'il parle de Terra, c'est pour ça que ça parle de Terra Nova dans les interviews. C'est pas, alors, ça parle de Terra Nova dans le bouquin, mais c'est assez succinct. Ça parle plus généralement de la stratégie du parti socialiste. Voilà. Après le bouquin est pas super grand, enfin il fait quoi, il fait quand même 160 pages, mais